On a tous déjà regardé un champ plein de vaches ou de moutons en se demandant « mais à quoi pense-t-il vraiment ?» Eh bien, au-delà de ce qu'on voit, la science nous révèle aujourd'hui une vie mentale bien plus riche, bien plus complexe que ce qu'on a pu imaginer pendant très très longtemps. On les croise tous les jours, ou presque. Pour beaucoup, ce sont des êtres assez simples, juste guidés par leurs instincts, des créatures qui mangent, qui dorment, et c'est à peu près tout. C'est une image familière, une image qui est bien ancrée dans notre culture. Mais est-ce que cette image est la bonne? Qu'est-ce qui se passe vraiment quand on y regarde de plus près avec les outils de la science? C'est la question qui est au cœur de notre analyse d'aujourd'hui. La recherche moderne, en fait, elle nous ouvre une fenêtre sur le monde intérieur de ces animaux. On n'est plus dans la supposition là, on est dans l'expérimentation, dans l'observation rigoureuse. On va voir ce qu'il y a derrière la porte de la grange. Alors pour étudier leur intelligence, les scientifiques la séparent en deux grands domaines. D'un côté, on a ce qu'on appelle la cognition physique, en gros comment un animal comprend le monde matériel, les objets, l'espace, et de l'autre, la cognition sociale, comment il gère ses relations avec les autres, ses congénères ou même nous, les humains. Allez, commençons par le commencement, leur perception du monde. Comment est-ce que ces animaux appréhendent leur environnement? Vous allez voir, les réponses sont parfois assez surprenantes. Un concept absolument clé, c'est la permanence de l'objet. C'est tout simple en apparence. C'est savoir qu'une chose existe toujours, même si on ne la voit plus. Par exemple, un jouet caché sous une couverture. C'est une compétence fondamentale, que ce soit pour retrouver de la nourriture ou pour ne pas perdre de vue un prédateur. Ce qui est vraiment intéressant avec ce tableau, c'est qu'il nous montre ce qu'on sait et surtout ce qu'on ne sait pas. On voit que les chèvres, par exemple, sont hyper douées pour suivre un objet qu'on cache, même si on le déplace de manière compliquée. Les cochons, eux, comprennent le principe, mais ils galèrent un peu plus. Et pour les vaches, eh bien, c'est un grand point d'interrogation, un vrai vide dans la recherche. Et ça ne s'arrête pas là, loin de là. Les moutons sont capables de classer les plantes pour choisir ce qu'ils vont manger. Les chevaux, eux, peuvent faire la différence entre 2 et 3 pommes. Et les chèvres, certaines peuvent carrément raisonner par déduction, une compétence cognitive qu'on pensait réservée à peu d'espèces. Bon, maintenant qu'on a vu comment ils perçoivent le monde physique, passons à leur monde social. Et c'est là, franchement, que les choses deviennent fascinantes. Leur vie en groupe, c'est bien plus qu'un simple troupeau. Au cœur de n'importe quelle société un peu complexe, il y a la reconnaissance individuelle. Et attention, il ne s'agit pas juste de faire la différence entre deux individus. Non, ça va plus loin. Il s'agit de se souvenir de qui est qui, de son rang social, des interactions qu'on a eues avec lui dans le passé. Plus de 2 ans. Retenez bien ce chiffre. C'est une durée de mémoire considérable, mais pour qui et pour quoi faire? La réponse, pour les moutons. Ils peuvent mémoriser les visages d'au moins 50 de leurs congénères pendant plus de 2 ans. C'est juste incroyable. Imaginez un peu la complexité sociale que ça implique. Ça change complètement notre vision du mouton, simple suiveur dans un troupeau. Et ce n'est qu'un exemple. Les cochons, par exemple, savent quand ils sont observés et vont changer leur comportement pour protéger leur nourriture d'un concurrent. Les chèvres et les chevaux, quand ils sont face à un problème impossible, ne vont pas juste abandonner. Non, ils vont se tourner vers un humain et le regarder pour lui demander de l'aide. Et les vaches, elles peuvent reconnaître leurs copines sur des simples photos. Alors, toutes ces connaissances, ce n'est pas juste pour la beauté de la science. Ça a des implications très concrètes et même profondes sur la façon dont on élève ces animaux. Le fait de savoir qu'ils ont une vie mentale complexe, ça nous oblige à penser au-delà de la nourriture, de l'eau et d'un toit. On doit aussi prendre en compte leur bien-être psychologique, leur besoin d'être stimulés, d'avoir des liens sociaux, d'avoir des défis à relever. Et ça mène à un concept super intéressant, l'enrichissement cognitif. L'idée, c'est de leur fournir des petits défis, des puzzles, pour obtenir de la nourriture par exemple. Ça ne fait pas que les nourrir, ça stimule leur esprit, ça combat l'ennui, et ça peut même leur procurer des émotions positives. Et cette citation, elle illustre un phénomène juste incroyable, qu'on appelle la contra-freeloading. En gros, des études ont montré que des chèvres préféraient se casser la tête à résoudre un puzzle pour avoir de la nourriture, même si la même nourriture était dispo juste à côté, sans effort. Ça suggère que le défi en lui-même, le fait de réussir, est une récompense. C'est fou, non ? Forcément, toutes ces découvertes, ça nous amène à des questions beaucoup plus vastes, des questions éthiques. Si ces animaux ont une vie intérieure si riche, qu'est-ce que ça implique pour nous? Quelles sont nos responsabilités? Cette citation tirée de la recherche, elle est puissante. Elle dit que si la seule chose qui comptait était d'éviter la souffrance, alors on pourrait faire à peu près n'importe quoi tant que c'est fait proprement. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'un animal qui ne souffre pas mais qui est privé de toute vie sociale, de toute stimulation, est-ce qu'il ne subit pas un préjudice quand même? Du coup, ça soulève des questions fondamentales. Est-ce qu'empêcher un animal social de voir ses congénères, c'est lui faire du mal, même sans douleur physique? Est-ce que leur capacité à penser, à ressentir, ont d'une valeur en soi? Et ça pousse même à se demander si certains de ces animaux ne devraient pas être considérés comme des sujets d'une vie, avec des droits de base, un peu comme on le fait pour les grands singes ou les dauphins. La science, elle, ne donne pas de réponse éthique toute faite. Elle nous donne des faits.
Et plus on accumule de faits sur la complexité de l'esprit des animaux de ferme, plus il devient difficile d'ignorer ces questions. La question, finalement, ce n'est plus de savoir s'ils pensent, c'est de savoir ce que nous allons faire de cette connaissance.